Deux mots d'introduction pendant que vous finissez de vous installer. Donc sur le premier atelier, on était sur l'innovation stratégique. Le second, on a pénétré les collectivités locales sur l'innovation organisationnelle. Le troisième, en début d'après-midi, une innovation plutôt transverse à travers l'innovation instrumentale. Là, on avait dédié le dernier atelier à la partie finale du processus de production des organisations publiques locales, en l'occurrence le service public. On va l'attaquer de deux façons différentes, avec deux interventions, la ville de Saint-Étienne et la ville de Pantin. Je vais laisser la parole à Jérôme Dupuis, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Donc, il est maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de Lille. Il est passé par la territoriale, donc il travaille avec nous sur des thématiques liées au pilotage et politique publique. Je lui laisse la parole. Merci David. Donc, notre dernier atelier va justement réintégrer, même si ça a été notre acteur invisible, si je reprends un des termes qui est déjà projeté ici, l'usager, le citoyen dans ce processus d'innovation. Donc, juste avant de passer la parole à mes collègues, dès lors que j'ai pas viré tout, voilà, donc j'ai bien sûr, voilà, je vais me mettre juste sur le mien. Et ensuite c'est les flèches. Voilà, oui. Voilà. Juste un petit propos liminaire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs questions à plusieurs reprises sur mais tout ça pour quelles économies? Je crois que on ne conduit pas ces réflexions d'innovation, de modernisation, au sens où on adapte nos réponses aux enjeux d'aujourd'hui pour faire des économies. Donc ma formule, c'est plutôt de dire on modernise, mais ça ne se résume pas à des économies, mais ça peut en effet générer des économies, et d'autre part, les économies réalisées, et parfois par des processus détournés, ne résument pas la modernisation ou l'innovation que l'on a conduite. Tout ça pour dire quoi? Que l'entrée sur la qualité du service, l'adaptation aux différents besoins, à la demande sociale, que ce soit par une logique externe ou interne, est susceptible en effet de contribuer à des économies, et je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes bien évidemment sensibles à cette optique. Mais aussi et surtout, c'est une contribution plus diffuse, et là on a parfois des difficultés à en apprécier les tenants et les aboutissants, au système de management dans son ensemble que David et mes collègues en matinée ont déjà évoqué, la logique de l'adoption, de l'adaptation, de l'appropriation, de la capacité à générer de l'apprentissage collectif. Parce que quand nous sommes sur cette perspective-là, là on imagine le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une réflexion sur les processus, sur l'adaptation à la demande sociale, on est amené à améliorer l'efficacité sociale et sociétale et en même temps de dégager des marges de manœuvre permettant d'être réinjectés dans le circuit ou bien de nous aider à rembourser enfin notre dette. Non, c'est surtout qu'il y a plein de difficultés qui naissent à l'occasion de ce processus-là. Et je voudrais simplement insister que quand on pratique de la sorte, on est amené à bouleverser les postures des uns et des autres. On questionne manifestement les pratiques. Et ça se heurte à de l'inertie ou à de la prudence, et en particulier de la prudence financière, en disant « mais prouvez-moi que tout ceci va générer, va dégager autant ». Et en plus, nous sommes dans un univers d'incertitude institutionnelle qui peut nous inviter à encore plus de prudence, voire de la paralysie. Donc, on a un environnement comportemental, un environnement institutionnel qui ne prélude pas ou qui ne préside pas à cette logique. Et ma dernière idée, c'est que innover, c'est un changement de paradigme complet. Celles et ceux qui ont suivi des cycles bien connus ont tous en tête la formule que mon ami Joseph Karl cite souvent d'Albert Einstein, n'est-ce pas? Sur on n'examine pas la réalité d'aujourd'hui avec le prisme ou les paradigmes des années passées.
Eh bien, je crois qu'on est tout à fait là-dessus. Et donc, l'idée de l'innovation et de la modernisation, c'est prendre des risques. C'est le risque aussi de ne pas réussir. Et quand on commence dans le monde des collectivités, mais pas seulement dans les collectivités, que l'on commence à se situer en disant on prend le risque de ne pas réussir, vous voyez tout de suite derrière ce qu'on peut imaginer comme facteur de résistance divers et variés. Et donc, je dis la chose suivante, c'est qu'on accepte à travers ça le changement pour créer, mais par contre, on ne sait pas toujours ce que l'on va créer. Et c'est particulièrement vrai sur le dernier atelier que nous sommes amenés à travailler cet après-midi, parce que quand on commence à s'ouvrir, à intégrer dans nos processus de réflexion les usagers, les citoyens, on ne sait pas ce qu'ils vont nous apporter. On se dit en effet que tout ceci va peut-être renouveler notre regard, mais on ne sait pas où ils vont nous emmener, avec bien évidemment beaucoup de richesses, et donc on est amené à les transformer en innovateurs, mais parce que nous-mêmes, nous avons changé de posture, c'est-à-dire que je reprends la formule de mon maître, ayant démarré ma carrière au CSO de Michel Crozier, et on l'évoquait le terme avec Alain tout à l'heure, oui, nous sommes des marginaux, c'est quand ? Ça veut dire que nous sommes, à travers ce dialogue que nous allons instaurer avec l'usager et le citoyen, et dans les protocoles que nous allons développer, nous allons nous mettre en difficulté, en déséquilibre, pour recréer un équilibre de confiance entre l'institution et l'extérieur. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas maigre. Et c'est pour ça que, et je termine tout de suite, il y a 3 piliers très clairement sur lesquels repose cette perspective, et on va voir comment celle-ci se traduit à travers les 2 expériences de Saint-Étienne et de Pantin. Ça s'adosse à la créativité, au sens où les créations, les nouveautés que l'on va imaginer sont parfois le fruit de l'inattendu. Et de Bono utilisait le terme d'efficience inattendue. Eh bien oui, on peut être tout à fait dans ce registre-là. En deuxième lieu, on est tenté d'attendre de la valeur, mais de la valeur sur des registres très différents. De la valeur d'usage, bien évidemment, puisque l'adaptation du service aux besoins réels, aux besoins d'aujourd'hui, à la diversité de ceux-ci, mais aussi d'estime, d'image, de reconnaissance, d'identité, d'appropriation territoriale et donc d'échange entre les uns et les autres. Et de socialisation au sens de retrouver une communauté sur un territoire. Voilà les enjeux qui me semblent au cœur de notre atelier. Et donc, 2 ouvertures, une approche donc par une démarche, mais fondée sur une identité territoriale, parce que parler du design, c'est pas neutre de le faire à Saint-Étienne, je vais laisser Eliane nous en parler. Et puis ensuite, on va questionner un domaine très particulier sur lequel il y a des regards, des postures, des valeurs qui sont en affrontement parfois quand on parle de la police et de la sécurité. Et donc, ce sera Alain qui nous parlera de cela pour la ville de Pantin. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Nadia. Alors, je vais essayer de me sortir de ça. C'est bon ? Ouais. Donc là, voilà. C'est bon ou... C'est bon, je pense. C'est bon. Ouais. Bonjour. Du coup, je vais peut-être me présenter brièvement pendant qu'on met le diaporama. Ouais, merci. Voilà, moi je suis Nadia Mouda, donc je suis responsable du service performance interne à la ville de Saint-Étienne, donc service qui est rattaché à la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective. Donc c'est une direction qui a été créée en 2009 à la ville de Saint-Étienne et qui évidemment a été créée en lien avec du coup le contexte budgétaire contraint de notre collectivité que vous connaissez certainement et voilà, et qui a œuvré depuis 2009 du coup pour participer du redressement de la collectivité. Donc moi ce que je vous présente aujourd'hui dans le cadre de notre réflexion, c'est comment finalement on peut utiliser le design dans la redéfinition de nos politiques publiques. Donc je vais vous parler de pourquoi le design à Saint-Étienne, vous parler aussi du design management comme levier
de la redéfinition des politiques publiques. Et puis surtout, je vais vous présenter des exemples parce que c'est peut-être le plus important d'être sur des choses concrètes. Alors, à Saint-Étienne, comme partout, on a des enjeux qu'on partage tous ici, enfin toutes collectivités confondues. Donc, à savoir qu'on doit renouveler nos modes de faire, et au-delà de renouveler nos modes de faire, on a aussi l'enjeu de renouveler aussi nos prestations, de peut-être les redéfinir, de les réajuster. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. De redynamiser l'action publique. Mais peut-être, en plus de la redynamiser, de lui redonner plus de crédit, puisqu'on a des usagers et des citoyens de plus en plus exigeants, qui sont parfois aussi dubitatifs sur la portée de nos politiques publiques. Donc on a aussi cet enjeu qui est très fort. Et puis, évidemment, en milieu contraint, on a aussi un enjeu d'utilisation de l'argent public de la façon la plus optimale, c'est-à-dire qui répondent le mieux possible aux besoins de nos citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas qu'à Saint-Étienne, qui est de partout. Nous, à Saint-Étienne, on a aussi un autre enjeu, qui est un enjeu de territoire. On est un territoire design et innovant, donc on est ville design UNESCO, donc ville créative. Et puis on a une cité du design. Donc pour nous, c'est aussi évidemment un double enjeu qu'on intègre aussi à l'ensemble de la réflexion. Donc comment ça s'illustre? Donc je vous ai parlé de la cité du design, donc c'est le nombril, on va dire, de cet écosystème, mais pour autant il y a aussi des choses autour de la cité du design, notamment Télécom Saint-Étienne, le pôle optique Vision, le bâtiment des hautes technologies, l'école supérieure d'art et de design, donc anciennement les Beaux-Arts de Saint-Étienne, donc qui ont aussi eux effectué une mutation, qui se sont adaptés, qui sont devenus contemporains, si je puis dire, qui ont accompagné l'évolution du territoire. Et quelque chose qui n'apparaît pas ici et qui a été mis en place plus tardivement, c'est le tiers-lieu, le mixeur. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, donc qui est vraiment à côté de la cité du design, qui est en fait adossé à une pépinière d'entreprise et qui permet de faire du coworking, mais aussi de créer du lien finalement entre les collectivités territoriales et puis les entreprises privées. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier créatif, qui s'appelle vraiment comme ça, donc cet écosystème-là que vous voyez à l'écran, est animé par Saint-Étienne Métropole, donc par l'agglomération. Par le biais d'un animateur, enfin une animatrice en l'occurrence, qui anime ce quartier. Alors, le design management, d'abord pourquoi on parle de design management à Saint-Étienne? Tout simplement parce qu'on a un design manager. Donc quelques villes maintenant se sont dotées de design manager, mais je pense qu'on était dans les premiers. Et ce design manager est une femme d'ailleurs, et elle est mutualisée à la fois avec la Cité du Design, la ville de Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole. Donc en fait c'est un triple rattachement. Et elle nous accompagne pour redessiner nos politiques publiques. Donc là, vous voyez, pour nous aider pour ça, on a à la fois un système une méthodologie qui passe par, donc c'est ce que vous voyez, de l'observation des usages, des ateliers, des scénarios d'usage. Je reviendrai plus dans les exemples, donc je vous les énumère sans plus d'explications. Et puis de l'expérimentation. Pour répondre évidemment à des enjeux qui sont des enjeux publics, donc à savoir l'utilité, quelle utilité ont les services ou les prestations qu'on délivre, l'accessibilité, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, finalement, est-ce que les gens pour qui on le fait ont accès à cette prestation, l'innovation, on en a parlé parce qu'on a aussi des enjeux d'attractivité qui sont très forts sur le bassin stéphanois, c'est un bassin industriel, donc avec des problématiques d'attractivité que par ici on n'a pas, par exemple. Donc nous, on a plus de problèmes d'attractivité. La fonctionnalité, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on propose, c'est adapté, c'est fonctionnel, ça peut servir, quoi. La durabilité, est-ce que c'est pérenne et je dirais même plus, est-ce que c'est adapté à la durée de vie de ce pourquoi on le fait. Je m'explique, parfois il y a des choses, on fait du très durable pour quelque chose qui bouge tellement vite que on aurait mieux fait de faire du moins cher et moins durable. Donc il y a aussi ces enjeux-là.
L'esthétique, et puis on lit l'identitaire parce que c'est le plus qui est lié à l'identité. C'est pas l'esthétique pour faire du beau, c'est en quoi ça correspond au territoire, en quoi ça correspond à l'usager pour qui on le fait. L'optimisation des moyens, évidemment, donc par les aspects pratiques, le pragmatisme. La sensibilisation, comment on sensibilise les publics aussi à nos politiques, à nos valeurs, à ce qu'on porte. L'accompagnement, comment on accompagne les gens dans ce sens-là. Et puis évidemment l'information en priorité, enfin là en l'occurrence des usagers, mais les usagers peuvent être internes pour les collectivités. Voilà. Et donc, on a aussi des messages à faire passer. Donc, l'amélioration collective du cadre de vie, tout ce qui est le service public, c'est quand même le porteur des enjeux collectifs à côté de ceux individuels. Le développement économique pour nos territoires, c'est très fort. La valorisation du territoire, je vous en ai parlé. Et puis, évidemment, l'amélioration des services publics. Donc voilà pourquoi, à notre sens, c'est un levier. Donc là, je vous ai mis en regard deux diapos. Donc la première, en gros, c'est la définition, on va dire classique du design. Dans le privé, pardon, vous avez un ingénieur, un marketeur, un consommateur, utilisateur, et puis au milieu vous avez un designer. Et tous ces gens-là, finalement, enfin le designer, c'est une interface pour produire un service ou un produit qui colle bien au consommateur. Donc nous, la vision qu'on en a, en fait, c'est qu'on a des services. Donc on va dire, on a une expertise, voilà, une expertise technique. On a des élus, c'est-à-dire qu'on a le politique, on a une orientation stratégique qui est donnée, et on a des citoyens usagers qui n'ont pas d'expertise technique, mais qui ont une expertise d'usage. Et comme en l'occurrence, c'est pour eux qu'on travaille, du coup, le designer, c'est la personne qui va nous permettre d'avoir une réflexion qui nous décentre en tant qu'administration et nous amener à essayer de produire vraiment le service le plus, ou l'équipement ou le produit, le plus adapté à l'usager. Donc pour faire ça, en gros, on passe généralement par 4 étapes. Ça, c'est les étapes classiques que peut-être vous connaissez, où on passe de la partie de compréhension, du coup l'état de l'art, d'essayer d'observer tout ce qui se fait quand on a un problème. Donc on se pose un problème, je ne sais pas n'importe lequel. Par exemple, voilà, mon système de ramassage des ordures ménagères ne fonctionne pas. Du coup, comment je fais? Donc il y a vraiment la phase où on essaye de comprendre ce qui ne va pas, de mettre à plat. La phase où on essaye de dessiner des solutions, enfin je veux dire à partir de la compréhension qu'on peut en avoir, donc on verra, en revanche il faut évidemment mettre tous les acteurs concernés, pas seulement ceux qui produisent le service et qui ont forcément leur point de vue de celui qui produit le service, si on n'associe pas à côté ceux pour qui c'est fait, les interfaces et ainsi de suite, ça ne marche pas, donc il faut bien mettre tous les acteurs ensemble pour mettre à plat, essayer de dessiner des solutions, les tester. Donc c'est un peu ce qu'on disait, le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'avant finalement de réaliser quelque chose, il y a la phase de test où on prototype un type de solution, on le teste. Alors mon histoire d'ordure ménagère, là, on peut le tester par exemple à l'échelle d'un quartier, c'est pas la peine de tester, enfin de mettre en branle quelque chose sur tout un territoire si on s'aperçoit que ça marche pas. Vaut mieux le faire vraiment à l'échelle d'un micro-quartier qu'on peut identifier, voilà, parce qu'il y a des typologies qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Et puis après avoir fait un bilan, du coup réaliser. Donc en gros, voilà, le processus en tout cas est celui-ci. Voilà. Alors du coup, une fois que je vous ai dit, ça, je voulais vous donner quelques exemples, notamment sur la façon dont on a pu associer les usagers pour mieux utiliser l'argent public. Donc on a une démarche au niveau de la ville de Saint-Étienne qui s'appelle Design dans les quartiers, qui est en fait du coup la mise à disposition de designers qui sont en assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des conseils de quartier. Donc on a, comme dans beaucoup de villes, évidemment des conseils de quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, chez nous, ils avaient du coup un budget d'investissement de 75 000 €, voilà. Donc ce qui est assez conséquent. Donc voilà, pour du coup les aider à utiliser ce budget de façon la plus utile possible pour le quartier, ils ont travaillé pour certains avec des designers.
Donc là, je vous montre quelques photos. Donc en gros, on était autour d'ateliers de créativité avec les usagers. Mais usagers, je vous le disais, c'est pas seulement le citoyen, hein, l'usager. C'est-à-dire que dans les conseils de quartier, très clairement, il y a les élus, il y a les citoyens qui participent aux différentes commissions. Il y a aussi évidemment les services techniques de la ville qui sont amenés après à intervenir. Et puis vous pouvez avoir des tiers extérieurs qui sont tout simplement autorités compétentes en la matière ou qui ont pu être invités selon les thématiques des architectes ou simplement des artistes ou des enseignants s'il y a une école à proximité, enfin, et ainsi de suite. Hein, donc après à déterminer. Donc voilà, donc ça c'est en tout cas pour la méthode. Donc si on prend un exemple, donc là je vous montre un exemple où on a travaillé autour d'un délaissé urbain. Donc vous voyez la photo avant, donc là très clairement on a une espèce de carie urbaine, hein, on a tous ça dans nos villes, où du coup un jour il y a quelqu'un qui commence à poser une planche et puis du coup ça se finit en décharge publique en plein milieu de la ville avec des usagers qui sont pas contents, donc par ricochet des élus qui ne le sont pas, qui appellent ces services techniques. Enfin, j'imagine que vous voyez très bien ce que ça donne. Voilà. Donc là, on s'est dit comment on va travailler, notamment la direction du cadre de vie, donc chez nous qui s'occupe des poubelles et des encombrants, s'est dit comment on va pouvoir faire. Donc ils ont décidé de travailler avec le conseil de quartier et puis les designers. Du coup, l'espace a été occupé. Donc vous voyez là, c'est une installation à partir de bois et de pierre qui viennent du coup de la campagne environnante. Hein, donc vraiment sur un budget éminemment réduit par rapport à si on avait fait un projet d'aménagement classique avec une étude, une programmation et un budget qui prend vite de l'ampleur. Ça a été dessiné du coup par les designers avec les habitants. On est aussi on parlait de la durabilité tout à l'heure, hein, donc sur une installation légère, c'est-à-dire que ça c'est rafraîchi régulièrement, ça a évidemment pas vocation à perdurer très très longtemps dans le temps, donc on se donne aussi la liberté d'en faire quelque chose, hein, de cette espèce de bout de pâté de maison. Et voilà, l'observation, on voit que c'est investi aussi. Donc là, on voit des enfants, mais assez régulièrement, il y a des adultes qui passent, qui s'installent. Voilà. Donc tout ça pour dire que là, on saurait pas chiffrer le gain entre guillemets parce qu'on n'a pas fait chiffrer le projet d'aménagement qu'on aurait pu faire avant, mais très clairement, c'est une économie. C'est une économie et surtout, en termes de relation à l'usager, ça lui plaît, ça lui sert et très concrètement, de gens qui étaient plutôt des râleurs, entre guillemets, on en a fait des faiseurs. Ils ont fait avec nous. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Autre exemple, là, c'est une opération qui s'appelle « Je participe à la rénovation de mon école », qui est portée par l'AGLO. Hein. Donc, j'ai pas pris la peine de le préciser. Je présente vraiment les initiatives du territoire stéphanois, hein, que ce soit la ville, l'AGLO, la cité, enfin peu importe. Mais là, on est plutôt sur un projet qui est porté par l'AGLO, évidemment avec la ville parce que c'est les écoles, mais c'est plutôt de leur champ. Donc là aussi, la photo avant, c'est une bibliothèque d'école. Classique. Et du coup, voilà, la bibliothèque, après qu'elle ait été travaillée avec des designers, les enfants, les enseignants et les parents. Donc c'est aussi beaucoup plus investi, pas forcément pour lire, hein, je veux dire, le problème n'est pas là, mais en tout cas, l'espace est occupé parce qu'il répond beaucoup plus finalement au public et pas seulement parce qu'il est rafraîchi. C'est pas le coup de Ripollin, hein, je veux dire, il y a aussi l'adaptation évidemment de la taille des fauteuils et des bibliothèques. Je voulais vous en montrer une autre dans ce projet-là. C'était pour le détail sur le radiateur. Vous savez, les radiateurs, c'est typiquement genre de truc, donc a priori on fait rien. Et là, du coup, il y a une grille qui a été posée dessus, donc c'est hyper simple. C'est pour faire sécher les bonnets et les gants quand on rentre de la cour de récréation. Mais du coup, c'est assez utile. Voilà. Oui, ça coûte rien. Ça marche.
Voilà. Alors ça, donc voilà. Autant avant, je vous présentais des choses sur comment on associait les usagers pour mieux utiliser l'argent public. Je voulais aussi vous donner quelques exemples de notre volonté, en tout cas, de prototyper, hein, d'essayer des choses avant de les mettre en œuvre. Donc là, voilà, je voulais vous présenter en gros l'élaboration rapide d'un format pour répondre à certaines attentes des cadres. Voilà. Dans le projet d'administration de la ville de Saint-Étienne, avait été identifié de la part, enfin une demande très forte des cadres pour non pas de la formation en tant que telle, enfin en dur, mais en tout cas d'avoir une espèce d'offre qui leur soit dédiée et qui comprenne de la formation, mais aussi des temps de partage, d'échange de pratiques, tout ça. Donc on l'a pris en compte et on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement essayer un format qui ne sera pas parfait. D'abord parce qu'il n'est pas porté par la direction des ressources humaines, donc ça relèverait plutôt, en tout cas, de son champ de compétences. Mais on s'est dit, au niveau de la direction d'évaluation performance prospective, on va nous essayer de faire quelque chose, de le tester, de l'évaluer et puis après de voir avec la direction des ressources humaines s'ils peuvent le mettre en œuvre. Voilà. Donc du coup on s'est dit on s'est dit on va être malin. Déjà on va rendre visible ce qui existe. Donc typiquement l'offre de formation on n'a rien fait. Hein. On s'est juste dit regroupons au même endroit tout ce qui existe pour les cadres, facilitons-leur la vie. Donc ça on a regroupé et puis après on a sollicité différents cadres de la collectivité pour qu'ils viennent présenter soit des bonnes pratiques, des outils qu'ils utilisaient, des techniques d'animation, enfin vraiment c'est tout ce qui pouvait intéresser. On a fait aussi des sondages, puis on en a lancé un il n'y a pas longtemps pour savoir quels étaient les sujets qui intéressaient en priorité les cadres. Donc ça va de la présentation du budget de la collectivité, sur les marchés publics, comment ça marche, la com, je sais pas faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà, donc c'est vraiment des choses très pragmatiques. Il y a aussi des choses beaucoup plus on a des séances autour de la pratique professionnelle, sur la gestion de conflits, sur le travail avec les organisations syndicales. Donc c'est vraiment très très varié. Hein. Voilà. Donc c'était pour vous dire, et ce dispositif on va le tester encore quelques mois. Ça marche bien hein, puisqu'on a énormément de réponses, tout simplement parce que c'était une demande, que c'est un format beaucoup plus léger que la formation. Donc les gens ils vont se dire c'est 1 heure ou 2. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que comme on n'est pas, on est sur un prototype, on peut un peu faire ce qu'on veut, en tout cas essayer des choses qui seraient peut-être plus difficiles à faire de façon vraiment en mode institutionnel. On a aussi des choses communes avec l'agglo. Du coup, on a mis en place notamment sur l'acte 3 de la décentralisation, des présentations à 2 voix. Autre prototype, ça j'en parle donc parce qu'en plus c'est la semaine prochaine, donc c'est Marie-Christine ce matin qui parlait du lancement par la 27e région de son programme Réacteur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc la 27e région a été effectivement missionnée par le SGMAP et le CNFPT pour prototyper une formation à la conception innovante des politiques publiques. Du coup, la ville de Saint-Étienne, mais aussi la région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole et la Cité du Design se sont portés volontaires pour être territoire de cette expérimentation. Donc ce sera le 21 et 22 mai prochain, donc c'est la semaine prochaine à Saint-Étienne, et le 13 juin à Lyon, où on va tester une formation auprès de 35 cadres et puis avec leur retour pouvoir proposer au CNFPT quelque chose qui intégrera le catalogue. Autre façon de prototyper, la Cité du Design a ce qu'elle appelle des LUPI. Les LUPI, c'est les laboratoires des usages et pratiques innovantes. Là, c'est du clé en main, hein, vraiment, c'est pour les collectivités. Donc, on retrouve les étapes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est, je suis une collectivité, j'ai une problématique donnée. Comment la Cité peut m'aider à trouver une solution en faisant ces étapes état de l'art, formalisation de la problématique, observation et atelier d'analyse. Donc je passe à la diapo suivante parce qu'elle est plus claire. Un LUPI, en gros, ça dure 3 mois et vous avez 3 phases. Donc la phase dite de cadrage de la problématique, qui est sur 1 journée. Donc tous les acteurs concernés sont invités et puis c'est vraiment brainstorming autour de la problématique. La phase d'observation des usages, où là on est sur d'observation terrain.
Et la phase, donc là on fait 3 jours et demi à peu près, et la phase de workshop et de restitution où on construit du coup les solutions. Donc si je vous donne l'exemple, je reste sur ma collègue des déchets, ça a été fait du coup au niveau de l'agglo mais aussi à Rouen. Voilà, il y avait un problème autour du tri, enfin à vrai dire les services se disaient tiens les gens trient mal. Et puis le design manager il a dit peut-être on peut aller voir avec eux, et on pensait qu'ils triaient mal, je sais pas, parce qu'ils avaient la flemme ou parce que c'était pas adapté. Et en fait, en refaisant le parcours avec des usagers, quand ils allaient jeter leurs poubelles de tri, on s'est aperçu que parfois c'était horrible, on pouvait pas se poser en voiture. Donc voilà, le type il essayait 2 fois, puis au bout d'un moment il triait plus chez lui, mais que c'était pas du tout un problème d'avoir 4 poubelles dans sa cuisine en fait. Enfin, que c'était autre chose. Donc c'est intéressant parce qu'on a un peu des idées toutes faites aussi sur le pourquoi les gens font les choses. Donc voilà pour le prototypage. Et en termes d'exemple, j'aurais aussi voulu vous parler de la façon dont on diffuse la culture de l'innovation. Donc à la ville de Saint-Étienne, on s'est voilà, par exemple, on a essayé lors de notre dernier séminaire des cadres en juin 2013 de sensibiliser nos cadres par le biais d'un atelier créatif. Donc en gros, on leur a posé la question comment innover dans la conduite de projets municipaux. Donc à partir de cette question, ils ont travaillé en atelier. En gros, ils ont trouvé quelques idées forces, on va dire. Ils en ont pris une, donc je dis n'importe quoi, mais si par exemple mon idée c'est mettre en place un centre ressources pour l'innovation au sein de la collectivité. Donc à partir de là, ils ont modélisé, donc ils étaient en petits groupes, du coup ils ont modélisé avec des Playmobil les différents acteurs. Donc mon centre ressources, par exemple, il va falloir des collègues RH pour s'en occuper, mais peut-être il va falloir des partenariats avec tel ou tel acteur, il va falloir que j'associe les usagers en interne, en externe. Donc vraiment ils ont mis des Playmobil comme ça pour bien visualiser l'ensemble des acteurs et surtout faire apparaître les différents liens qu'il y a entre les uns et les autres, les problématiques que ça peut soulever et surtout les solutions qu'on peut proposer. Voilà. Donc c'est un format, à la fin, vous voyez, on avait toutes ces maquettes, c'est un format assez léger qui passe bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on avait un peu peur en le faisant, en se disant ils vont ressortir en nous disant quand même vous nous faites jouer avec des Playmobil, c'est un peu gros. Non, ça s'est assez bien passé, ils étaient assez contents, notamment de ce que ça pouvait leur apprendre sur les autres. On l'a pas trop eu, hein, étrangement. On l'a pas trop eu. Les organisations syndicales plus. Mais voilà. Alors, on diffuse aussi en s'appuyant sur les outils qu'on a déjà. Hein, je vous le dis, comme on a assez peu de moyens, on essaye d'être malin. Du coup, notre format pour les cadres, on a intégré des sessions sur les techniques de créativité. Pour du coup faire que nos cadres s'approprient aussi ces méthodes-là et puis qu'on soit pas toujours en appui finalement. Et puis voilà, on a une initiative, donc je vous parlais du design sur le territoire qui est évidemment très important. On organise cette année le 3 juillet prochain donc une première de ce qu'on a appelé les entretiens territoriaux du design. Donc, il y a un colloque autour de l'utilisation du design dans les politiques publiques, évidemment pour les cadres territoriaux, mais aussi, et c'est important, pour les designers qui pourraient être intéressés par la matière publique plus que par les objets privés. Voilà, avec des conférences, des tables rondes et surtout ce qui est intéressant l'après-midi, des ateliers pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va céder la parole à Alain Ananos sur l'expérience de la ville de Pantin. Ah oui. On voit bien à travers cette première présentation, ce qui est le plus important, c'est pas tant le résultat que le processus, et la façon de faire. Alors maintenant, on va voir si Alain a fait travailler ses policiers avec des Playmobil. Bien. Merci. Jérôme, de cette introduction qui me met une pression telle que je suis terrorisé. Mes collègues m'appellent Valls sort de ce corps. Donc c'est pour vous dire que vous allez avoir un discours musclé.
Alors tout d'abord, pour vous décrire le processus, une première chose. La rencontre d'un directeur général adjoint avec celui qui va être son patron. Quand on est recruté, moi j'ai été recruté à mi-mandat du deuxième mandat du maire. Vous savez, c'est ce moment un peu magique, comme juste avant le moment où on se prend la main et on s'embrasse, qui est la séduction. Donc Bertrand Kern, le maire de Pantin, a dit « j'ai fait un rêve ». Ce rêve, c'était de faire de Pantin, entre guillemets, le Issy Limoulinou de gauche. Pour ceux qui... ça ne veut rien dire, pour ceux qui sont à Pau, mais en région parisienne, ici les Moulineaux, c'est le must du best de la banlieue. L'autre élément, Bertrand Kern a affirmé une chose. Il a dit, mais je crois que c'est quelque chose qui est partagé, le déclin commence lorsque l'homme se dit que va-t-il m'arriver au lieu de se dire que vais-je faire. Et il a expliqué, alors que j'étais en train de postuler, et vous savez, quand on postule, c'est un peu comme quand on vous parle, on a un peu peur. Il a expliqué son rêve. Il a expliqué là où il voulait aller, et en donnant des clés pour celui qui allait devenir son collaborateur, son directeur général adjoint, des clés de compréhension par rapport à ce que j'allais devoir piloter comme processus. Il a simplement dit, en fait, j'ai fait le premier mandat, donc il a pris la ville au Parti communiste, en étant dans une OPA en banlieue parisienne, donc c'est un socialiste, Bertrand Kern, en 2001. Le premier mandat, il l'a fait en cogestion avec les organisations syndicales. Le deuxième mandat, ça a été le mandat du projet d'administration. Donc c'est Stéphane Lehaut qui a piloté le projet avec à la fois la transformation intérieure et puis la construction de la communauté d'Aglo-Est Ensemble, qui regroupe à peu près 410 000 habitants. Stéphane, en 2011, est parti sur la direction générale de l'Aglo, et il est resté à Bertrand Kern et à Jean-Louis Hainaut, donc, qui devenait directeur général, à recruter et à mettre en œuvre la deuxième partie du mandat, avec un objectif, la réélection du maire, évidemment, et entre-temps, une réélection accessoire, mais qui était une étape par rapport à l'étape de la réélection du maire, la réélection du maire en tant que conseiller général. Et comme le rappelle Guillaume, mon collègue, je l'avais oublié, entre-temps, les législatives, où il était le suppléant d'Elisabeth Guigou sur la circonscription de Pantin-Aubervilliers. Évidemment, tout ça, ça conditionne un pilotage de court terme. Pour autant, lors du recrutement, Bertrand Kern, le maire, avait donné sa vision, et avait donné sa vision de la durée. Et donc, la question qui nous était posée à la direction générale, on a tous été recrutés en même temps, on est arrivé, la direction générale actuelle, on est arrivé à mi-mandat et on a tous eu à peu près la même feuille de route, c'était d'accompagner ce processus de transformation. La rupture avait eu lieu par le fait, en 2008, de dire « je pose le projet », ça y est, le choc culturel avait eu lieu. Maintenant, c'est comment, à partir du moment où j'ai ouvert cette porte, j'accompagne le processus de transformation. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous présenter les politiques publiques de tranquillité? Et c'est là où je rejoins Valls. Parce que Proudhon, comme c'est marqué, Proudhon, définit l'anarchie de cette manière. Il dit « L'anarchie est une forme de gouvernement dans laquelle la conscience publique ou privée, formée par le développement de la science du droit, se suffit seule au maintien de l'ordre et à garantir les droits et les libertés. » Ça veut dire quoi, en français dans le texte? Ça veut dire que je suis devant les clous, j'attends que le petit bonhomme passe au vert pour exercer ma singularité d'aller où je veux, sachant que, passant avec le petit bonhomme au vert,
je respecte la liberté et la singularité de l'automobiliste d'aller là où il veut. Bien évidemment, en banlieue parisienne, cette singularité fonctionne et cette liberté d'aller dans du collectif connaît quelques entorses à la règle. Deuxième élément important dans l'entretien de recrutement, le maire a regardé qui j'étais, il m'a dit, en gros, qu'est-ce que vous allez m'apporter, pourquoi je vais vous recruter? Et moi je lui ai dit, monsieur le maire, vous allez me recruter parce que je suis solide sur mes racines, raide du tronc et souple de la feuille. Il faut dire que j'ai un CV lourd à porter. Hein. Je veux dire, je suis certes administrateur territorial, mais je suis aussi engagé syndicalement, et donc quand vous arrivez avec votre CV et que vous avez eu des responsabilités nationales dans un syndicat reconnu comme un syndicat de revendication, l'élu qui vous a en face de vous, il se demande ce qui va se passer. Et donc, comme je suis assez solide sur mes racines et raide du tronc, on a discuté un peu sur quelques principes. Alors, sur les politiques publiques de sécurité, quelques éléments un peu fondateurs de ce qui va présider à la démarche de changement. D'abord, un fait, la délinquance, c'est un fait. Voilà. C'est un fait, et on ne peut pas agir sur la délinquance si on n'agit pas sur les mentalités. C'est, je ne sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas, ça fait partie de la réflexion. Et depuis Alain Peyrefitte, c'est-à-dire depuis ce scélérat d'Alain Peyrefitte, la délinquance est territorialisée, c'est-à-dire par la politique de la ville et le fait de stigmatiser les classes populaires en disant que les classes populaires sont forcément les classes délinquantes, les lois sécurité et liberté de Peyrefitte. Non seulement on sait qui sont les délinquants, c'est-à-dire c'est la classe ouvrière, forcément touchée par les effets de crise, etc. Et donc nécessairement, ça pose la question, si on veut traiter les mentalités autour de la délinquance, il faut traiter le territoire. Le deuxième élément, c'est le new management public. Évidemment, ici, on est en train de rechercher l'efficacité, de rechercher une économie. Mais la question du new management public, elle pose la question du renard libre dans le poulailler libre. Et donc la question de la justice et de l'équité républicaine. Autrement dit, sur les politiques de tranquillité, et vous voyez que je suis très proche de Manuel Valls, sur les politiques de tranquillité publique, la question qui est posée, c'est comment faire valoir les droits de l'homme pauvre sur la société et la question des droits de l'homme pauvre sur le droit à la sécurité. Aujourd'hui, la politique du renard libre dans le poulailler libre fait que seuls ceux qui ont les moyens de se payer la sécurité peuvent être protégés, les autres sont laissés à la loi du plus fort. Donc c'est quand même une question intéressante par rapport à une construction d'une politique de tranquillité publique. Mais c'est aussi, quand je parlais de mentalité, le fait que l'évolution de la société, la fragmentation de la société, alors la fragmentation des territoires, mais aussi le rapport que nous avons tous en tant qu'individus à la société, fait qu'on a l'impression que dans cette fragmentation de la société, dans ce rapport individuel à la société, on gagne en liberté. Évidemment, on n'est plus dans la société totalitaire stalinienne où c'est la concierge qui va vous contrôler, ou dans la société patriarcale ou matriarcale où c'est le papa ou la maman qui va vous contrôler, ou le groupe familial. On est dans une société où cette singularité peut s'exercer au travers cette liberté, cette individualité. Le troisième élément, par rapport à l'espace et au territoire, c'est qu'aujourd'hui, le maire, le chef d'entreprise, le patron d'office HLM, en fait, on lui fait porter la responsabilité de la gestion d'un territoire. Et chacun est dans une approche fragmentée. Et donc tout ça, ça donne des éléments de complexité. Si on veut, sur un territoire, comme le rappelait Jérôme et comme l'ont rappelé un certain nombre d'intervenants,
être dans de la cohérence et dans de la cohésion. Parce que vous allez m'expliquer, du point de vue d'une politique de tranquillité, pourquoi la résidentialisation, c'est bien, mais elle s'arrête au bord du trottoir. Ensuite, mes caméras vidéo, s'il n'y a pas de transfert avec la police, et puis si les caméras vidéo du secteur privé ne sont pas connectées, pourquoi chacun a des visions fragmentées? Et donc la question, c'est comment on redonne du sens et de la cohérence à cet ensemble pour créer du lien, et en tout cas pour garantir à chacun une tranquillité, la liberté de circulation et un mieux vivre. Alors, le dernier élément, par rapport un peu à ces racines, c'est que tout ça, ça se fait avec des ressources qui sont les ressources de la prévention et de la tranquillité publique, et que si on veut les emmener vers autre chose, il faut quand même travailler sur ce qu'ils sont. C'est-à-dire, avoir une approche de leur métier, les professionnaliser, augmenter leurs compétences, en fait, leur donner envie de vous accompagner vers une nouvelle histoire. Et donc, il faut savoir se taire pour pouvoir regarder, observer, utiliser tous les moyens qui nous permettent de construire une bonne évaluation et ensuite proposer le changement. Sachant quand même que dans ce contexte-là, la demande de sécurité ou de tranquillité et la demande de proximité sur le territoire ne diminuent pas, parce que c'est le paradoxe. On est quand même dans quelque chose de très paradoxal. On veut être libre de faire ce qu'on veut, de faire des réseaux, etc., mais en même temps, on veut pouvoir toucher le policier, toucher le médiateur, être dans ce besoin de proximité, et en même temps, comme l'ont dit plusieurs intervenants, on sait, nous, qu'on ne va pas être en train de multiplier les petits pains et de multiplier les effectifs pour être en proximité. Donc, comme ça a été dit ce matin, il faut s'appuyer sur les compétences et les ressources de la collectivité pour aller dans le changement. Alors, donc, ça va très vite là. Donc tout ça, c'était pour être un peu sur les valeurs et un peu les usages. Donc la slide précédente, voilà, celui-là. C'était pour vous expliquer un peu comment on a négocié, comment on a travaillé et préparé le processus. Alors, qui je suis? Alors, Pantin, je suis directeur général adjoint à Pantin et je dirige un département donc, qui s'appelle le département développement de la personne et citoyenneté. Ce département a l'avantage d'être une pyramide de Maslow. La sécurité, c'est la prévention, la tranquillité, puis en plus, j'ai aussi la cuisine au travers d'un syndicat intercommunal, donc je m'occupe du corps et de la liberté de ce corps à circuler sur les espaces publics. Donc j'ai la direction de l'éducation des sports, de l'éducation des sports, de la jeunesse, des loisirs éducatifs, enfin des entretiens, la direction de la culture, et puis la direction de la démocratie, donc c'est la vie associative, la démocratie participative, etc., etc. En gros, ça fait à peu près la moitié des effectifs de la collectivité. Ça, c'est pour vous dire combien je suis important. Voilà. Bien. En même temps, ça vous met, quand on a la moitié des effectifs dans son département et que le maire vous dit faut que tu me crées des marges de manœuvre et que tu me trouves une meilleure efficacité sociale, ça vous met dans une pression légère. Surtout que vous savez qui vous a dit je vais être élu conseiller général et je vais être réélu maire. Alors je vous le dis tout de suite, je vous donne la fin de l'histoire. Pantin, le maire a été réélu au premier tour. C'est un maire socialiste. Le Parti socialiste était allié juste avec le Parti radical de gauche. En face de nous, il y avait l'UMP, le Front de gauche et les Verts au premier tour. Donc, pour la mesure de résultat, avec Guillaume, on est d'accord. Non, mais depuis que je fréquente Pau, on m'a dit, en fait, il y a l'action et l'activité. Donc, je vous donne l'action
l'action, la voilà. Maintenant, on va passer à l'activité. L'activité, c'est la politique de prévention. Donc le maire, en gros, quand il nous recrute, il nous dit « ça va pas », et on l'avait pu le tester avec Guillaume, qui est mon collègue qui est dans la salle, les réunions de quartier sur les questions de tranquillité et de propreté, la première réunion à laquelle on a assisté, c'était rock'n'roll. Il me dit, il nous a pris à partie, Guillaume et moi, donc Guillaume est mon collègue directeur du patrimoine et cadre de vie, il s'occupe de la propreté et de la voirie, il dit en gros, j'en mets 200 ou 250 sur l'espace public et j'ai pas de résultat. Les mecs, qu'est-ce que vous faites? Non, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Nous, on commençait à se dire, ça fait 6 mois qu'on est là, on commence à avoir une légère pression. Donc tout ça, ça fait que on a basculé dans la construction du processus. Alors, ce processus, première étape, diagnostic, évaluation. Pourquoi? D'abord, quel est l'environnement de Pantin? Schématiquement, sur les politiques de prévention, tranquillité publique. La Seine-Saint-Denis, c'est le département classé 96e sur 97 au niveau des statistiques de la délinquance. En Seine-Saint-Denis, près de 84% des communes sont dotées d'une PM. Donc 75% des habitants de la Seine-Saint-Denis sont protégés par une PM en complément de la police nationale. Au niveau Île-de-France, les effectifs de la PM ont augmenté de près de 150%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnels, les ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer, en fait, ce sont les rois. Ce sont les rois parce qu'ils sont dans un marché concurrentiel. Et donc, quand vous avez un PM en face de vous, il négocie son salaire, que je ne vous dis pas à quel prix. Ils sont libres de partir du jour au lendemain. Et c'est compliqué d'avoir des résultats avec un effectif qui est en permanence dans la revendication et dans la négociation. Donc, l'analyse à la fois de la feuille de route et de la situation fait que on a des habitants qui ont besoin de tranquillité, de sécurité. Il faut que j'accélère? Non? Bon. Voilà, donc je vais accélérer. On a un maire qui a besoin de lisibilité et on a un effectif qui fait ce qu'il veut et qui génère des coûts de production de services importants. Le tout à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que ce temps d'écoute, ce temps de partage, ça s'est traduit 8 ou 9 mois après mon arrivée par une délibération du conseil municipal qui a adopté le plan prévention tranquillité publique. Ça veut dire qu'on a donné, sur le court terme, au travers le plan prévention tranquillité publique délibéré 9 mois après, donc le travail de diagnostic d'évaluation, on l'a rendu lisible. On a délibéré ensuite un plan d'action de 3 ans et qui a fixé sur le court terme la manière dont on allait travailler. Les effectifs, évidemment, dans l'analyse, pour passer à la troisième phase, non, pour passer à la troisième phase, non, on revient sur la boucle. La troisième phase, c'est le CTP, parce qu'on a très peu parlé de l'accompagnement au changement, et de la mise en place d'un processus, mais pour pouvoir accompagner le changement, à un moment ou à un autre, il faut travailler sur la modification des horaires, travailler sur, y compris la modernisation, il faut modifier les fiches de poste, et il faut travailler de façon à ce que les organisations syndicales qui peuvent être un facteur de blocage soient partie prenante du changement. Donc la troisième étape, après qu'on ait dit vers quoi on voulait aller sur le court terme, donc sur les 3 années, ça a été de dire voilà ce qu'on va faire au niveau de la modification de l'organisation du travail, de la modification des fiches de poste et donc de la création d'une identité au travail différente. Le tout validé par les organisations syndicales. Et enfin, ça a été, puisqu'on est sur un territoire et sur un traitement des échanges complexes, ça a été de réactualiser les conventions qui nous liaient avec les partenaires et d'en inventer de nouvelles. Les conventions
police nationale, police municipale, et d'inventer, par exemple sur la médiation, des partenariats, des échanges qui prennent en compte la complexité du territoire et qui permettent, par exemple, sur les activités de médiation, d'avoir une coopération secteur public, secteur privé. Aujourd'hui, notre service de médiation est porté par la ville, financé par les bailleurs sociaux, les entreprises privées, telles Hermès, telle la BNP ou telle, demain, Chanel. Donc, en gros, l'évaluation, on a évalué les pratiques, les processus, on expérimente, on restaure la confiance des parties prenantes et on donne du sens à la politique de prévention et de tranquillité publique. Alors, la notion de territoire, donc, on l'aborde. L'organisation telle qu'on l'avait trouvée en 2011, c'est une organisation qui était sous cette forme. En gros, c'était le directeur de la police municipale qui contrôlait tous les agents qui étaient sur l'espace public. Et en fait, c'était quelque chose qui était... On est enfermé dans notre bunker et on revendique, on sort quand on sort et on fait ce qu'on veut. Donc l'étape suivante, ça a été de décloisonner ou casser cette forme d'organisation et de proposer comme chemin les résultats objectifs, c'est-à-dire quand on va se parler, on ne va pas parler de statut, de qui est le dirigeant, est-ce que vous relevez plus du judiciaire ou de l'administratif, on va parler objectivement de ce qui intéresse le maire, donc les résultats par rapport à la relation à la population, donc on va parler de la qualité du service rendu à la population, on va effectivement renforcer vos compétences et on va travailler sur votre motivation, c'est-à-dire vous faites quoi, à quelle heure et comment vous êtes valorisé. Donc on a eu un dialogue musclé par rapport à ça. Et au centre de tout ça, on va aussi parler du coût de production du service. Le tout, donc, qui se retrouve dans les objectifs du plan prévention tranquillité publique, le tout dans une articulation en territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a démantelé cette organisation qui était sous la seule direction du directeur de la police municipale, forte personnalité, en 3 pôles de production de services, le pôle police, le pôle prévention et droit et le pôle médiation. Les 3 pôles s'articulant pour produire du service au niveau de la population. Alors, territorialisation comme réponse adaptée à une efficacité sociale et nouvelle technologie comme levier de la transformation. Parce que une fois qu'on a mis en place le processus, il a bien fallu travailler sur la recherche d'une meilleure productivité. Alors, en ce qui concerne la médiation, etc., jusque-là, c'était un service délégué à une association. On n'avait pas de contrôle, etc., etc. On a réinternalisé le service. En réinternalisant le service de médiation, on est passé d'une prestation qui nous coûtait 500 000 € à 250 000 €. Pourquoi on a pu réinternaliser ? Parce qu'on a fait un certain nombre d'économies par ailleurs qui nous ont aidés à convaincre les élus que la réinternalisation n'allait pas coûter plus cher. Je vais très rapidement, je répondrai à vos questions. Deuxième élément, on a repris en main les contrats sur tout ce qui était la gestion de l'espace public nous concernant, c'est-à-dire la politique de stationnement, la politique de parking, etc. Là aussi, notre collègue qui parlait un peu tout à l'heure, celui qui était présenté comme un déviant, disait il est un grand temps qu'aujourd'hui, les politiques publiques se réapproprient quelques données. Eh bien, nous, on s'est réapproprié, avec les sociétés qui gèrent nos parkings, etc., quelques données et quelques maîtrises. Là aussi, ça nous a permis d'améliorer le fonctionnement et de retrouver des recettes. D'un côté, on diminue les coûts par la réinternalisation. De l'autre côté, on améliore nos recettes. Le troisième élément pour aller vers une meilleure efficacité, en élargissant donc le périmètre des politiques publiques de prévention et de tranquillité, c'est la modernisation, la numérisation. Donc là, on a fait un gros effort d'investissement pour que l'ensemble de nos services soient dotés des moyens modernes de contrôle.
ça pose un problème, hein. Mais on en parlera. Donc, c'est-à-dire, on a introduit le procès-verbal électronique. C'est-à-dire que nos ASVP aujourd'hui ont une machine, le PVE, qui leur permettent non pas de remplir le bordereau, mais directement de prendre les données et de l'envoyer à l'entaille, et c'est un traitement automatisé. Donc on réduit tout ce qui est les procédures bureaucratiques. C'est un peu comme vous, quand vous faites votre réservation sur Air France, vous le faites de votre smartphone et ça fonctionne. Le PVE, c'est ça. Ça permet à la fois de traiter, de diminuer les coûts et de contrôler aussi ce que font vos ASVP. Et donc d'augmenter la productivité. Et plus vous augmentez la productivité de l'amende, donc plus ça vous fait des recettes. Aujourd'hui, pour une amende produite à 17 €, la collectivité touche 5,70 €. Demain, j'espère qu'elle touchera plus, puisqu'on va passer au niveau de la redevance. Deuxième élément, on a travaillé sur la dotation à la police municipale d'un outil qui s'appelle Logipol, qui permet d'avoir un système d'information géographique, d'avoir, au travers donc la dotation de matériel supplémentaire de radio numérique, la géolocalisation des effectifs, et donc de pouvoir gérer les effectifs de façon à ce qu'on puisse rendre à la population l'information. Quand vous avez un usager qui vient dire « dans ma rue, la police n'est pas passée », vous pouvez dire à quelle heure, etc., c'est passé. Mais ça vous permet aussi de mieux gérer vos effectifs. Quand vous avez un fait qui nécessite que vous mettiez plusieurs équipages en action, vous savez où sont vos équipages et vous pouvez rationnellement les envoyer sur site. Et donc, ayant renforcé la sécurité de vos équipages par le système de numérisation et le système d'information géographique, vous pouvez diminuer le nombre d'effectifs dans les véhicules. Et donc, vous pouvez les faire patrouiller à 2, alors que jusque-là, ils avaient une exigence, une revendication de patrouiller à 3. Parce qu'ils savent qu'ils auront la possibilité, s'ils sont sur site en situation difficile, d'être protégés. Alors, ce faisant, vous libérez des effectifs pour pouvoir faire des patrouilles à pied. Donc, les effectifs, quand ils étaient à 3 dans un véhicule, vous en aviez un qui ne servait à rien. Là, vous pouvez à la fois avoir des effectifs mobiles et des effectifs à pied. Ensuite, sur la politique de stationnement, l'avantage de la numérisation et des systèmes qu'on a mis en place. On s'est doté de véhicules dotés de caméras qui lisent directement les plaques. Et donc vous avez 5 ou 6 types d'infractions. Le véhicule prend par la caméra la plaque d'immatriculation, et le véhicule qui est en stationnement, je vous l'avais dit, hein, c'est redoutable, hein. Le véhicule qui passe prend l'infraction, et l'infraction est directement envoyée au centre de traitement, et l'usager qui s'est garé sur le passage de bus, et donc empêchant la liberté collective du bus, etc., qui s'est garé sur la piste cyclable, empêchant le vélo de circuler, etc., est directement sanctionné, 135 €, 4 points. Mais quand même, mesurez bien que tout cela, ça permet le vivre ensemble. Parce que les gens qui ne sont pas dans le bus, qui sont dans le bus et qui n'ont pas de retard parce qu'il n'y a pas d'incivilité sur les flux, eux, ils arrivent à l'heure à leur travail. En même temps, ça pose d'autres problèmes. Donc, c'est pour vous dire, radio numérique, géolocalisation, véhicules avec rampe, PVE, et bien sûr, vidéoprotection. Vidéoprotection, pourquoi? Parce que la vidéoprotection, ce n'est pas tant son efficacité en termes de prévention, c'est son efficacité en termes, là aussi dans le rapport à l'usager, en termes de réduction du sentiment d'insécurité. La vidéoprotection ne résout pas le problème. La vidéoprotection crée, c'est comme une rue propre. Vous savez, les services techniques vous expliquent ça bien,
ils passent la laveuse et ils mouillent le trottoir. Ils ne nettoient pas. Ils disent que le trottoir mouillé, ça permet juste simplement de créer le sentiment de propreté. Ben, la vidéoprotection, au niveau des politiques de tranquillité, c'est la même chose. Ça crée le sentiment de sécurité. Tous les professionnels vous diront que ça permet de résoudre le problème après l'agression. Ça n'empêchera pas quelqu'un de délinquant de vous arracher votre... c'est arrivé à Elisabeth Guigou, de se faire voler son sac, ça ne l'empêche pas. Parce que la délinquance, c'est ancré dans la société, et après, la vidéo permet de traiter le problème. Mais tout ça, ça donne un ensemble cohérent. Ça donne un ensemble cohérent qui permet de poser une politique de prévention de la tranquillité publique et qui permet donc de travailler sur les usages et de libérer du temps pour travailler sur les usages. Pourquoi? Parce que ça permet de libérer du temps donc, pour aller travailler avec les commerçants sur comment les commerçants respectent les arrêtés municipaux de fermeture des bars à une heure décente, comment ils respectent les arrêtés municipaux de ne pas mettre des mégots sur le trottoir, etc., etc. Donc ça permet de libérer du temps pour la police et de travailler en proximité. Ça permet aussi de libérer du temps pour la police ou pour les ASVP pour faire de l'éducation. Aujourd'hui, notre police municipale, outre les traditionnelles actions de prévention routière, est partie prenante du projet éducatif du territoire. Et donc c'est même parce qu'on a libéré ce temps au travers de la numérisation que notre police municipale va aller travailler sur les quartiers sur lesquels on considère que ce sont des zones de non-droit, pour travailler avec les CM2, pour faire du vélo, pour faire des apprentissages, pour faire des jeux. Donc pour commencer avec les petites CM1 de CM2, à leur donner une habitude du bleu, pour demain pouvoir pénétrer tranquillement et aller fermer les parcs de ces zones de non-droit en toute tranquillité. Éviter les caillassages, etc., etc. C'est donc au travers la modernisation de l'outil, au travers donc l'utilisation des nouvelles technologies, qu'on a libéré ce temps et qu'on a amélioré notre performance et notre efficacité pour répondre à ce besoin de sécurité et de proximité des usagers. Et en même temps, ça pose des problèmes, et c'est débattu en permanence. Est-ce que le contrôle social, etc., ça pose des questions au niveau des valeurs. On passe. Demain, on va poursuivre un peu donc, cette étape et on va moderniser notre parc de rodateurs. C'est-à-dire qu'on va, là, on va rejoindre le design de Saint-Étienne, parce que je considère que nous, l'étape du design, c'est l'étape d'après. Là, nous, on est dans la phase où on réapprend l'usage des espaces publics. On travaille sur l'usage. Et comme le disait Proudhon, pour travailler sur les usages de l'espace public, il faut que la loi s'applique et permette à tous de bénéficier des mêmes droits. Et c'est paradoxalement, c'est de l'anarchie. C'est pour ça que Valls est profondément anarchiste. Non, mais je vous assure. Derrière, le système des horodateurs intelligents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on a des véhicules qui parlent, qui lisent les plaques, etc., demain, le rodateur intelligent permet, vous, avec votre smartphone, de payer, vous rentrez votre plaque, etc. Donc, il donne les données par échange de flux, et donc, vous, vos personnels de contrôle du stationnement, vous avez 16 effectifs aujourd'hui, demain, avec 6 effectifs, vous faites le travail de 16. Ça veut dire que vous libérez 10 postes que vous pouvez redéployer sur, par exemple, en les formant, donc avec le plan de formation, vous pouvez en faire des policiers municipaux. Et donc vous renforcez votre police municipale et, paradoxalement, vous stabilisez le turnover de vos personnels. Pourquoi? Parce que dans un secteur concurrentiel comme la Seine-Saint-Denis, le fait de redonner des perspectives de parcours individuel de formation, ça vous permet, de mettre fin au turnover, donc vous faites des économies parce que vous commencez à créer une identité et à travailler sur la performance. Donc je sais bien que c'est un peu complexe, mais vous me suivez tous en termes d'économie. Le deuxième élément par rapport à ça,
je termine. J'arrive juste à la conclusion. C'est que, en termes de réponse au coût, quand on a pris en 2011 la direction de la prévention et de la tranquillité, en gros, le coût de production d'un service, alors tout service confondu, hein, pas strictement PM, on était autour d'une 50aine d'euros par habitant et par an sur la production du service. Aujourd'hui, au travers de ce travail d'apprentissage, de restitution de l'identité, de modernisation au travers des outils, on arrive à un coût de production de service avec un élargissement du périmètre de moitié. C'est-à-dire, en gros, on est passé de 50 à 25. Pourquoi? Parce qu'on a amélioré nos partenariats, on a amélioré la performance et l'efficacité de nos services qui sont chargés de faire veiller aux règles de stationnement. On a revisité nos modes de production de services au travers de l'évaluation et l'analyse, et la réinternalisation nous coûte moins cher que la délégation de services non contrôlée, et ça nous permet d'être plus à l'écoute et plus en proximité des habitants. Voilà. Le dernier mot, c'est en forme de conclusion provisoire. Ça, c'était les chiffres que je viens d'évoquer. Voilà, ça, c'était les chiffres que je viens d'évoquer. La conclusion provisoire, je la vole et je vous la laisse la lire à Cédric Langranger, qui a sorti un bouquin sur la société intégrale. Parce que, en fait, on est dans un paradoxe. C'est la loi qui fait le délinquant, c'est le délinquant qui transgresse la loi, et on met des moyens par rapport au traitement de la loi. Et donc, la question qui était posée par Proudhon, c'était s'il n'y a pas de loi, est-ce qu'il y a des délinquants? C'est une question intéressante parce que c'est la question qui est posée par un ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, sur la dépénalisation du cannabis. Aujourd'hui, les moyens des politiques publiques consacrés à la lutte contre... On est dans une fac, et je veux dire... sur l'usage de produits marginaux ou séquents ou pas, ou déviants ou pas déviants, je veux dire, si c'est dépénalisé et si c'est fiscalisé, ça rapporte, et donc c'est une source d'économie pour les politiques publiques, c'est une amélioration de la performance, puisque ça ne rentre pas dans les chiffres de la délinquance, et ça permet peut-être de revoir la cohérence et la cohésion des quartiers. C'est le type de question qui pourrait être posée par rapport à l'adaptation de nos politiques publiques. En tout cas, c'est une question que je laisse à votre réflexion. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que avec le design, il y a la beauté, avec nous, il y a la force, et avec vous, en tout cas avec Jérôme, ça va être la sagesse. Je pense que c'est les trois principes de nos politiques publiques. À travers Saint-Étienne, on a vu comment, à partir d'une façon de travailler avec l'usager, à travers les modalités du design, on change le regard que les cadres et les agents peuvent avoir sur les bénéficiaires des services qu'ils sont censés rendre. Donc, on part de l'externe pour revisiter la façon dont on travaille en interne. Donc, les démarches de design ont une vertu de management interne. Et à partir de là, on est amené à diffuser d'autres façons de concevoir, d'améliorer, par petites touches, les différentes politiques publiques. Lorsque on écoute Alain sur Pantin, on a vu en fait qu'on a essayé de réconcilier les différentes formes d'innovation qui regardaient en tant que telles. Innovation sur les missions, repositionner, questionner les missions de prévention, de surveillance, de médiation, etc.
d'innovation organisationnelle, à travers l'éclatement de cette grande direction, la traduire en 3 pôles, la territorialisation, c'est une forme particulière. C'est aussi l'innovation technologique, à travers la modernisation des outils divers et variés. En tant que tel, quand on les regarde de façon séparée, il n'y a rien d'innovant. Il y a simplement une adaptation par rapport à des enjeux, par rapport à la feuille de route fixée par ton maire, conseiller général, etc., de ces différentes nécessités. Ce qui constitue encore une fois l'innovation, c'est l'emboîtement et la mise en cohérence dans un temps relativement limité de l'ensemble de ces facettes et lui redonner du sens par rapport au soubassement philosophique que tu nous as fait le plaisir de nous annoncer en n'ayant simplement, je dirais, non pas évoqué les propos de Michel Foucault. Parce qu'on est en plein sur les propos qu'il tenait sur ce que d'aucuns appelaient les appareils répressifs d'État, ça c'était Althusser, à travers les mécanismes de surveiller et punir. Est-ce que les mécanismes que nous mettons pour surveiller, à travers de la présence, à travers de l'accompagnement, à travers de la détection, sont de nature à éviter la punition ou à modifier la façon de punir? Et inversement, comment des mécanismes de punition à travers ce que tu as évoqué, parce que les nouveaux systèmes technologiques vont permettre une meilleure rapidité et fluidité des systèmes de punition, sont susceptibles justement que l'on puisse intérioriser les mécanismes de surveillance, c'est-à-dire avoir totalement intégré les mécanismes de contrôle social. C'est un système diabolique que tu nous as présenté là. Voilà, juste, je ne vais pas aller plus loin là, sur ce point-là, et on voit bien que on a associé de la créativité, de l'efficience inattendue, ou de la sérendipité, et puis derrière, de l'expérimentation, parce qu'on est dans cette logique dans laquelle le droit à l'erreur, le droit à réajuster est un élément clé pour avancer ensemble. Maintenant, je vais vous peut-être céder la parole pour que vous ayez peut-être des questions, des observations par rapport aux 2 interventions qui nous ont été présentées. Donc quelques questions sur les deux dernières interventions pour terminer cet atelier. Pas de questions immédiates? C'est gentil. Bonjour à tous, Youssef Erami de l'École supérieure de commerce de Pau. Votre présentation, Madame Hamouda, sur le concept de ville créative, l'exemple donc de Saint-Étienne est très intéressante. Vous avez abordé l'aspect interne, donc l'utilisation d'une réflexion créative, donc développement de la créativité pour l'amélioration de la performance interne du fonctionnement d'une collectivité. Ce concept de ville créative est un peu plus large. Bon, c'est des travaux assez récents quand même, donc depuis le début des années 2000, sur la création d'une classe créative dans les communes pour développer des innovations et être en amont du développement de nouveaux métiers dans les collectivités, et que ça soit une ouverture pour s'en sortir de la crise actuelle, des désindustrialisations, etc. Ça a été un petit peu évoqué rapidement ce matin par Christophe Favoreux quand il a évoqué l'exemple de Barcelone, qui est une ville qui s'est engagée assez tôt dans ces logiques-là, en cherchant des voies de développement face à cette crise de désindustrialisation.
Certaines villes ont choisi des logiques de cluster, développement de métiers spécifiques. Alors peut-être c'est la démarche de Saint-Étienne dans son approche sur le design. D'autres, comme Montréal, ont choisi de ne pas s'orienter vers une logique exclusive. Et en fait, la logique, c'est l'acteur public est là pour développer la créativité, pour attirer des gens créatifs, leur donner un cadre où ils puissent s'exprimer, favoriser l'installation d'agents qui vont se charger de décoder les choses entre les créatifs, donc artistes, ingénieurs, etc., au niveau local, et les entreprises, etc., donc le niveau supérieur. Et donc, voilà, pour que la créativité devienne de l'innovation. On cherche des voies pour faire en sorte de faire émerger donc des savoir-faire nouveaux, des métiers technologiques, etc., pour créer du développement, créer de nouvelles ressources et pour dépasser la crise dans laquelle se trouvent les collectivités. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est une observation de manière générale. Et puis, sur la ville de Saint-Étienne, est-ce que dans tout ce qui est ville du design, est-ce que vous êtes exclusivement orienté vers l'interne, donc comment améliorer le fonctionnement des services publics, ou est-ce que cette ville du design, c'est une logique vraiment de faire de Saint-Étienne un point central du design, et donc que ça soit une logique de développement, et rejoindre un petit peu ce que disait David ce matin, le faire mieux avec moins, c'est aussi créer de nouvelles ressources et pas uniquement que dans des logiques de couper des financements. Donc, est-ce que la logique ici, c'est de créer quelque chose de nouveau et une base de développement? Merci. C'est bon? Ouais. Je vais essayer de répondre. Donc oui, alors effectivement, j'ai axé sur en tout cas le design au service des politiques publiques parce que c'était plutôt notre cœur de sujet. Mais en réalité, la Cité du Design a évidemment un énorme travail avec le secteur économique local du territoire et surtout un acteur majeur de notre démarche d'attractivité du territoire. Donc, qui s'appelle Atelier Visionnaire sur le bassin stéphanois. Après, sur ce que vous parliez, en tout cas les velléités qu'on peut avoir de faire venir tous ces créatifs, comme on les a appelés, on les a aussi évidemment, d'autant plus à Saint-Étienne qu'on est quand même un territoire très paupérisé et qu'on a un enjeu certes de créativité, mais je dirais très prosaïquement de faire rentrer de l'impôt. Parce qu'on a quand même, sur nos 19 quartiers stéphanois, on en a 12 en géographie prioritaire. Donc, on a aussi ces enjeux-là. Donc, évidemment que le design est aussi un des enjeux, donc notamment sur les entreprises innovantes, le pôle optique notamment. On a aussi un grand travail autour d'un pôle gérontologique. On remobilise aussi nos savoir-faire en termes d'industrie textile avec des tissus intelligents, donc voilà, toutes les industries du tissu de santé, on a aussi ces enjeux-là, bien sûr. Si je peux me permettre de prolonger la réponse de ma collègue, sous forme de boutade, en conclusion, je disais qu'avant de passer à la beauté, il fallait passer à la force. Je prends l'exemple de Pantin, il fallait commencer par la force. Pourquoi ? À Pantin, aujourd'hui, on a Hermès, Chanel, on a la BNP, on a des grandes entreprises. La BNP, c'est la sécurité informatique, 3500 salariés. Chanel ou Hermès, c'est des artisans d'art, c'est de la gestion des pots. Quand Hermès, un transport de pots pour Hermès, c'est pire qu'un transport de fonds. C'est plusieurs locaux sur le territoire de la ville protégés. C'est des artisans d'art qu'il faut des maîtres artisans qu'il faut protéger quand ils vont prendre leur métro. C'est une grosse entreprise de nettoyage avec des femmes qui travaillent. C'est comment on leur permet d'arriver à 3 heures du matin en toute sécurité. C'est aussi comment on permet, dans le cadre de la politique culturelle, à ceux qui fréquentent la politique culturelle, de rentrer à minuit en toute sécurité et de fréquenter.
C'est dans des quartiers difficiles, en ZSP, où il y a essentiellement des populations en déséquilibre, comment une femme peut circuler dans l'espace public sous le regard des populations sans papier, qui pratiquent la vente à la sauvette, etc. La question de la tranquillité, elle est là. C'est-à-dire comment je permets à chacun d'exercer sa liberté sur l'espace public. Les entreprises ont besoin de cette liberté pour leurs salariés. Et donc, l'attractivité, elle passe aussi par l'affirmation de l'autorité. Pour autant, cette autorité ne doit pas être une autorité d'exclusion. Ça doit être une autorité d'intégration et de vivre ensemble. Et c'est là l'intérêt de Pantin et l'intérêt du projet politique du maire, c'est que le maire fixe à la fois le développement et le renouvellement du tissu urbain et économique de la ville, et il nous a fixé, aux uns et aux autres, la nécessité de maintenir les populations, c'est-à-dire l'équilibre social qui forge l'identité de la ville. Ça donne, et pour ma collègue du développement urbain, la nécessité, quand il y a des promoteurs qui viennent s'implanter, parce que le territoire de Pantin, de l'autre côté du périphérique, mais relié à Paris par le canal, ayant le tram qui vient du boulevard des Maréchaux, étant la première ville de banlieue à être desservie par le tram du boulevard des Maréchaux, ça veut dire qu'on négocie avec les promoteurs le fait qu'il y ait des prix maîtrisés pour une partie des Pantinois au moment où s'opèrent des opérations immobilières. Derrière, une fois que vous implantez ces nouvelles populations qui arrivent d'ailleurs, elles ont des représentations de l'univers qui ne sont pas forcément celles des gens qui habitent sur le territoire. Et donc la question, c'est comment on crée du sens pour permettre de se vivre ensemble. Et pour créer du sens, pour permettre de se vivre ensemble, ça veut dire qu'on partage la même loi, qui garantit à chacun les mêmes droits. Et donc la question qui nous est posée, c'est comment on est efficace sur ces aspects-là. Et dans une société qui revendique l'ethnisation ou le communautarisme, qui revendique le fait que chacun fait ce qu'il veut, etc., l'enjeu, c'est comment effectivement on souffre ensemble et on fait nation ensemble. Et comment on fait territoire ensemble. Et comment, pour faire territoire, je donne des signes et j'affirme des symboles qui permettent à chacun de se reconnaître. Et donc, je pratique des politiques incluantes. Et donc, dans l'évaluation, il y a à la fois le coût de productivité du service. Ça, c'est nécessaire, parce que, comme l'ont rappelé un certain nombre de collègues, demain, on n'a pas d'autre choix que d'améliorer la performance, mais il faut articuler dans l'évaluation cette notion de performance à celle d'efficacité sociale. À quoi, et le maire, pour nous, est très clair, il nous interdit de toucher au périmètre des politiques publiques. Il ne veut pas de réduction du périmètre des politiques publiques. C'est donc bien par le travail sur notre ressource, par le travail sur la transformation de cette ressource, le changement de cette ressource, c'est-à-dire l'humain qui compose les personnels de la ville, qu'on va donner sens à nos politiques publiques et être dans l'efficacité sociale. Si on est juste dans la performance de diminution des coûts, on va démanteler notre territoire et on ne sera pas dans l'objectif politique. Et donc, on ne permettra pas aux entreprises d'être rassurées et de venir. Parce que, comme ça se passe à Bobigny, par exemple, pour ne pas citer, les gens qui vont au théâtre à Bobigny, à la MJC, ils se font racketter avant d'aller au théâtre à Bobigny. Voilà. Et c'est comme ça, parce que le rapport du territoire est ainsi posé. J'avais juste une question à Nadia. Les exemples qui ont été sélectionnés concernent beaucoup l'aménagement bâtimentaire, les espaces publics. Et donc on voit bien l'intérêt et la pertinence des démarches de design et je dirais la facilité avec laquelle ça peut en effet répondre de façon pertinente. Comment ça se passe quand on travaille sur des prestations en tant que telles et pas simplement sur de l'aménagement où là en effet on peut faire bouger les petits objets et on développe une autre forme de parole et d'expression parce que c'est un peu plus complexe sur les prestations et la nature du service rendu en termes de prestations sociales, éducatives ou culturelles. Est-ce que ceci a été étudié et fait aussi à Saint-Étienne ? Merci. Oui, alors du coup, c'est vrai que je vous ai montré les choses les plus visibles et les plus jolies en tout cas à l'œil. Mais du coup, oui, notamment, en fait, nous, ce
ce qu'on a intégré donc au niveau de l'ADEP notamment, c'est d'utiliser le design aussi dans nos projets de transformation de l'organisation, notamment. Donc si je donne un exemple très concret, on s'est dit, voilà, on a travaillé autour d'un projet qu'on a appelé dossier famille unique. Si je la fais courte, en gros, c'est un seul dossier pour les prestations qui concernent les enfants. Et du coup, donc ça c'est facile à dire, mais évidemment qu'on a dû mettre en place un logiciel unique, alors qu'avant il y en avait plusieurs. Donc voilà, il y a eu un gros projet de transformation en interne sur l'organisation des services. Et puis ça c'est à la fin, issu de tout ça, il y a généralement un formulaire qu'on donne aux familles. Et en fait, on s'est dit bon ben nous on se comprend, on est tous tombés d'accord. Déjà ça a mis du temps, honnêtement, parce qu'en fait quand on fait du commun, il faut trouver le minimum sur lequel on est d'accord. Et en réalité, d'habitude, on a l'habitude en interne de demander le maximum qui va nous faciliter la vie. Et en fait, on se retrouve finalement à faire du facile pour l'usager, qui n'est pas forcément du facile pour les agents. Donc déjà, ça a été assez long. Et on s'est dit, plutôt que de lancer notre questionnaire et de pas le tester, on s'est dit on va le tester, mais on va le tester en interne. Donc en fait on a identifié un panel de potentiels utilisateurs des prestations qu'on allait tester. Donc voilà, inscription à l'école, à la cantine, à l'étude, et on a demandé aux agents qui étaient volontaires, et évidemment pas des agents des services très administratifs, parce que ils allaient forcément comprendre le formulaire, de le tester. Donc en fait on les a mis dans une pièce, on leur a fait remplir le truc. Et puis on leur a, pour d'abord voir combien de temps ça mettait, et surtout récupérer leurs impressions et ce qu'ils nous en disaient. Et ben ça a été assez utile, parce que on a beau le savoir, parce qu'on est normalement socialisé, on va dire, mais en fait la façon dont on demande des informations sur l'état civil aux gens est juste improbable, et en fait correspond généralement pas à la réalité des familles recomposées, du fait qu'on peut très bien vivre avec un enfant de façon quotidienne sans que ce soit le sien, et ainsi de suite, et ne pas avoir le même nom de famille parce que les gens se sont mariés ou pas. Parfois ils ont fait l'un ou l'autre. Après il y a voilà aussi les couples qui sont homosexuels, et du coup on ne tient pas compte de tout ça, et on s'est dit donc il faut du coup intégrer aussi toutes ces choses là, donc faciliter. Alors des choses toutes bêtes, là où on demandait information sanitaire, on a tout simplement mis la santé de votre enfant. ce qui est juste plus parlant et un peu moins rébarbatif. Donc il y avait des choses toutes simples, mais il y avait aussi vraiment des choses sur la façon de construire le formulaire, et qui ne sont pas neutres, parce que du coup ça suppose que le logiciel permettent de les rentrer de cette nouvelle façon. Donc c'est assez complexe. Donc ça c'est un exemple. Autrement, de manière générale, on modélise dans les projets d'organisation toujours le parcours de l'usager, qu'il soit interne ou externe. C'est-à-dire qu'on le redessine donc sous forme schématique. Après on n'est pas obligé de prendre des Playmobil, c'est plus simple à appréhender en grand groupe pour des néophytes, mais très clairement on refait le parcours. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai des souvenirs sur la politique funéraire. Quand il y a un décès, très concrètement, qu'est-ce que je fais ? Donc on s'aperçoit que l'usager, on peut parfois le balader dans plusieurs services, alors même qu'il est dans une situation douloureuse, où on s'aperçoit qu'on demande des trucs parce qu'on les demandait, genre les légions d'honneur ou machin, parce qu'il y avait sûrement une utilité, et que quand on réinterroge, donc le formulaire il est comme ça depuis je sais pas 25 ans, et en fait quand on réinterroge les collègues en disant vous en faites quoi de cette information, ils disent je sais pas, parce qu'en fait puis c'est normal, pris dans le quotidien, on va pas s'amuser à refaire nos formulaires tous les jours. Voilà, donc on a cette utilisation.